Donc ça, c'est un point. Ce sont les grandes, je dirais, les grandes conséquences. De ce fait, des outils qui sont comme l'Arabie Saoudite, comme le Qatar, qui ont été jusqu'à présent très actifs dans l'action terroriste en Syrie, et qui sont toujours, d'ailleurs, la Turquie aussi. Et ben, avec le changement aussi de la tête de la politique américaine, avec les inquiétudes qu'ils ont eues du passage Obama à Trump, et puis où Trump disait clairement que de toute façon ces pays ne nous intéressent pas, on s'en fout, ce ne sont que des stations de gaz qu'il faut faire payer, ce ne sont que des vaches à lait qu'il faut traire de plus en plus. L'Arabie Saoudite a accueilli Trump de manière complètement, qu'est-ce que je peux dire, en fait, abjecte vraiment, et où ils ont rampé devant lui, et tout en lui donnant un demi-trillion de dollars de contrats, plus tout un tas de cadeaux personnels assez incroyables, essayant d'attirer son attention sur le fait que eux, ils voudraient continuer à jouer un rôle important au Moyen-Orient. En fait, l'Arabie Saoudite veut continuer à jouer un rôle important, et puis a fait valoir ses craintes de l'Iran. Donc, ce que je voudrais dire là-dessus, il n'y a pas de crainte objective de l'Arabie Saoudite par rapport à l'Iran, mais l'adhésion de l'Arabie Saoudite au projet israélien et leur connivence avec les Israéliens ont fait que, effectivement, ils ont essayé, et ils essayent toujours de de dévier la boussole des peuples de la région, de l'ennemi principal qui est effectivement Israël, qui est l'occupant de la Palestine et qui commet tous les jours des exactions contre les Palestiniens, dévier cette boussole vers un ennemi qu'ils créent eux-mêmes un ennemi fantôme qui n'est pas un ennemi. D'ailleurs, l'Iran n'a jamais agressé quiconque dans la région. Oui, absolument. Voilà. Donc, l'objectif, c'était ça. C'était dévier la boussole et l'orienter vers l'Iran, qui devient ennemi, alors que l'ennemi est Israël. Donc ça, c'est un point qui est très important. Donc l'Arabie Saoudite, déjà dans sa guerre contre la Syrie, a mené déjà cette guerre sunnite, chiite, etc. Chose qui n'existe pas parce que tout le monde est musulman, si on veut parler religion. Et comme par hasard, les mêmes Saoudiens, ils étaient très amis avec le Shah quand le Shah était ami avec Israël. Et avec les Américains, oui. Et voilà. À l'époque, ils n'avaient pas du tout évoqué le fait que ce soit chiite, qu'il soit chiite. Oui. D'ailleurs, si vous me permettez une parenthèse, qui renforce, si vous voulez, l'animosité saoudienne vis-à-vis de l'Iran, alors que ça devrait être le contraire en réalité, puisque je rappelle qu'il y a eu un incident extrêmement grave pour le pèlerinage à la Mecque, où des centaines de pèlerins iraniens sont morts asphyxiés. Alors, il y en a qui évoquent, c'est peut-être une théorie complotiste quelque part, mais l'utilisation d'un gaz asphyxiant qui aurait aggravé en fait la situation. Il y a toute une explication
qui laisse penser que les autorités saoudiennes ont sciemment empêché le passage de ces pèlerins à un endroit, qui sont revenus en arrière et qui se sont retrouvés coincés. Et là, il y a eu 700 ou 800 pèlerins iraniens qui ont été tués, dont les corps n'ont jamais été restitués à l'Iran. Exactement. En fait, il y a eu deux incidents très très graves, deux accidents. Il y a eu une fois une grue qui est tombée sur les pèlerins et comme par hasard, la plupart d'entre eux étaient iraniens. Et la deuxième fois, c'était justement cette bousculade qui a été provoquée par la visite d'un prince, dit-on, qui voulait aller dans les lieux saints et donc qui a provoqué aussi cette bousculade. Mais là-dessus, c'est aussi, je pense que l'Iran continuera à demander aussi, à exiger de l'Arabie saoudite les enquêtes nécessaires sur ces accidents et ce qu'il faut. Mais en fait, c'est vrai. Ça, c'est un fait qui est très, très important et qui est arrivé et qui a visé des personnalités importantes qu'Israël recherchait. Oui, oui. Notamment l'ambassadeur de l'Iran au Liban. D'accord. Qui est décédé à ce moment-là, ou qui a été assassiné, entre guillemets, à ce moment-là. Donc, entre autres personnalités importantes qui ont été tuées à ce moment-là, dans leur âge. Là-dessus, je reviens donc un petit peu à la querelle Qatar-Arabie Saoudite. Oui. Dans cette réunion, en fait, qui a eu lieu donc à Riyad, où était reçu Trump en pompe et fracas. Il y a eu une déclaration comme quoi l'ennemi c'est l'Iran, puisque Trump a insisté sur l'Iran, et tout le monde donc a insisté sur le fait que les terroristes c'est l'Iran et le Hezbollah. Tiens. Oui, bien sûr. Oui. Comme par hasard, c'est ceux qui sont contre Israël et qui soutiennent la lutte du peuple palestinien, la juste lutte du peuple palestinien pour recouvrer ses droits. Oui. Contre Israël, c'est pas une lutte comme ça de secte ou de religion, c'est une lutte pour recouvrir les droits sur la terre qui ont été occupés par des Israéliens. Donc, les terres palestiniennes. Voilà. Donc, en fait, ça, c'est un point. Et deuxième point, effectivement, Trump a dirigé la boussole contre le Qatar. L'objectif étant, en fait, Trump avait annoncé qu'il reviendrait de la région avec 1,5 trillion de dollars. Or, l'Arabie saoudite a payé un demi-trillion et il reste à faire payer donc 1 trillion et qu'il veut faire payer la moitié donc au Qatar et l'autre moitié aux Émirats arabes unis. D'accord. Donc tout ceci est une affaire de chantage pour soutirer l'argent de ces pays et effectivement renflouer les caisses américaines et pomper toutes les ressources du pétrole de ces pays pour les États-Unis. Là-dessus, je voudrais quand même dire quelque chose. Il est important, donc dans cette bagarre, où l'Arabie saoudite s'est orientée, donc est allée peut-être baisser, à foncer dans le lard du Qatar, si on peut dire. Oui, oui. Les masques tombent parce que le Qatar a bien soutenu tous les terroristes. La chaîne Al Jazeera a soutenu aussi des terroristes qu'elle a appelés révolutionnaires, qu'elle a appelés réformistes, des combattants de la liberté, de la démocratie, etc. Mais à leur tour aussi, l'Arabie saoudite a soutenu
d'autres troupes de terroristes. Les deux agissant dans la région, agissant bien sûr, ils ont été la première cause de la chute en Libye, enfin de la chute du pouvoir libyen. Ils ont soutenu les terroristes en Libye, en Syrie, en Irak et au Yémen. En fait, au Yémen, ils se battent contre le Yémen et il y a donc, vous savez quand même que le peuple yéménite, il cherche son indépendance du grand frère saoudien. En fait, il veut se dégager de la tutelle du grand frère, grand frère entre guillemets bien sûr, saoudien. Oui. Hein? Donc tout ceci, c'est pour que, comme par hasard, la décision de bombarder le Yémen a été prise le jour où ils se sont tous mis d'accord et ils ont fait une nouvelle constitution sur laquelle ils se sont mis d'accord. Et puis dès le lendemain, les bombardements de la dite coalition, la saoudienne, a commencé. Les bombardements ont commencé. Donc c'est important de voir ça aussi. Là, les deux pourvoyeurs du terrorisme sont en train de se lyncher mutuellement et tout le monde voit maintenant les mensonges, les faits montés en pointe qui étaient des mises en scène. Des faits qui ont été aussi, en fait, qui ont alimenté les médias occidentaux mainstream, qui sont des vrais mensonges. Bon, maintenant, tout ça, c'est déballé. Oui. Et c'est très bien que tout le monde puisse voir tout ceci. L'effet direct sur le terrain, bien sûr, l'effet direct, c'est que le Qatar va aller chercher des alliés. Donc, il va chez qui? Chez l'Iran. Et c'est très bien, puisque en plus l'Iran a toujours eu la main tendue vis-à-vis de tout le monde pour avoir une grande amitié et puis pour travailler ensemble en paix pour le bien de la région et la paix surtout dans la région. L'Iran n'a jamais agressé quiconque. Voilà, donc ça c'est une bonne chose. Et on voit aussi qui accourt à la rescousse de Qatar, le pôle des frères musulmans. N'oublions pas que quand même Al-Qaïda a une ambassade au Qatar. Hein? Et il y a le drapeau d'Al-Qaïda qui flotte sur une ambassade au Qatar. Que la Turquie, qui est aussi la capitale des frères musulmans, avec Erdogan, en fait, c'est pas la capitale, mais elle est devenue Erdogan a transformé la Turquie en un pilier des frères musulmans. Oui. Donc aussi accourt aux côtés du Qatar. Absolument. Et voilà, tout à fait. Excusez-moi Essar, justement, je vais faire quelques points d'information. Effectivement, Erdogan, bon après c'est un problème de parlement en Turquie, mais ils envisagent clairement les Turcs d'envoyer des militaires au Qatar pour apparemment aider le Qatar contre l'Arabie Saoudite. Donc là on aura une opposition d'un côté entre les frères musulmans, de l'autre côté entre les wahhabos takfiristes des Saoudiens. Exactement. Alors ce qui est très intéressant, ce que vous disiez tout à l'heure sur l'Iran, c'est qu'effectivement l'Iran essaye d'apaiser les tensions. Et comme c'est assez exceptionnel puisque l'Iran a envoyé un avion cargo rempli de nourriture pour le Qatar. Effectivement, parce que les autres pays, à la demande de l'Arabie Saoudite, tous les pays de la région ont coupé leurs relations avec le Qatar, y compris les Maldives d'ailleurs. D'accord. Et en fait, Qatar a tout de suite besoin quand même de pays qui lui permettent de manger, d'avoir de l'alimentation, puisque 40% de l'alimentation du Qatar est importée. D'accord. Donc il y a cet aspect, il y a l'autre aspect, le fait que le Qatar soit isolé par l'Arabie Saoudite. En fait, tous les transports routiers qui arrivaient au Qatar sont aussi coupés.
Oui. Donc c'est vraiment un isolement qu'il prend à la gorge, disons-nous. Oui, parce que le Qatar n'a qu'une seule frontière et c'est celle qui est avec l'Arabie Saoudite. Absolument. Donc il ne lui reste que des liaisons maritimes et des liaisons aériennes. Hein. Tout à fait, tout à fait. Voilà, donc c'est ça qui fait que cette crise entre les deux éclate. La conséquence immédiate sur le terrain en Syrie aussi, c'est que nous savons quand même que parmi les terroristes, il y a des factions qui sont soutenues par le Qatar, des factions qui sont soutenues par l'Arabie Saoudite et des factions qui sont soutenues par la Turquie. Donc, en fait, ceci a tout de suite une immédiate répercussion. Les factions qui sont soutenues par le Qatar, maintenant, se battent contre les factions qui sont soutenues par l'Arabie Saoudite. Oui. Donc, ça, c'est aussi, les terroristes se font la guerre et c'est tant mieux, puisqu'ils se liquident entre eux. Voilà. Je voulais faire une parenthèse, Essar, pour compléter, et vous vouliez l'évoquer d'ailleurs, dans le Précitrep, c'est en fait le comportement de la chaîne qatari Al Jazeera, qui curieusement, ces derniers jours, a l'air de manifester une orientation très différente de ce qu'elle a eu jusqu'à présent, c'est-à-dire qu'elle a donné la parole au père du petit Omran. Ah non, c'est pas Al Jazeera. C'est pas Al Jazeera. Non, c'est la chaîne Al-Akhbariya. Ah, au contraire. Non, c'est la chaîne syrienne. Et justement, là, on peut effectivement évoquer cette question, puisque le petit Omran qui a été... qui a alimenté toutes les chaînes et les chaînes mainstream et ça a été par Al Jazeera, etc. La pauvre famille et le pauvre Omran dont la famille a été bombardée par les bombardements russes et syriens. En fait, donc la chaîne Al-Akhbariya Souriya, c'est une chaîne officielle syrienne qui a rencontré donc la famille d'Omran et Omran lui-même qui fort heureusement est vivant. Le père qui a dit en fait que de toute façon ils ont été victimes de toutes les pressions de la chaîne Al Jazeera justement et des casques blancs pour qu'ils puissent dire que ce sont les bombardements de l'armée syrienne qui ont provoqué ceci. Et lui, il disait que de toute façon, ces enfants ont été utilisés, instrumentalisés, morts et vivants plusieurs fois dans ces chaînes-là. Et fort heureusement, ils sont vivants et ils vont très bien. Il a fait état du fait qu'on lui a proposé de l'argent pour qu'il dise que c'est l'État syrien qui les a tués ou qui les a bombardés, et il a refusé. Ils lui ont proposé même de l'aider à sortir du pays, à aller en Occident, même avec des nationalités. Ils lui ont proposé une nationalité étrangère, etc. Il a refusé. Il a dit c'est mon pays, j'y reste. Et en fait, donc ce programme et les interviews avec la famille dénoncent quand même, montrent clairement, d'une part que les casques blancs, puisque c'était les casques blancs qui les montraient, c'était les terroristes eux-mêmes, et que tantôt ils changent de casque tout simplement, ils rasent la barbe et ils mettent un casque, et ce sont les terroristes. Et d'autre part, c'est toutes ces mises en scène de ces médias qui étaient largement écoutés et qui faisaient l'opinion, malheureusement, en fait, absolument. contre la Syrie, et qui diabolisaient l'État syrien, l'armée syrienne, etc. Bon, aujourd'hui, toutes les choses s'éclaircissent et puis les masques tombent.
Et d'ailleurs, à cet effet, je tiens à dire quand même qu'il y a de plus en plus de réconciliation et de plus en plus de personnes qui se rendent à la patrie et qui rendent les armes et qui reviennent en tant que citoyens normaux et au sein de la patrie. L'État syrien appelle solennellement tous ceux qui sont à l'extérieur de rentrer dans le pays parce que il n'y a pas de lieu où ils peuvent être respectés et avoir leur dignité autre que leur pays. Donc vraiment, l'État syrien fait appel à tous les réfugiés ou pas réfugiés ailleurs pour rentrer en Syrie. Là-dessus, je tiens à signaler quand même que la plupart des pays où se trouvent ces réfugiés, notamment en Turquie, au Liban, etc., c'est eux qui empêchent les réfugiés de revenir. Oui. Parce qu'ils gagnent de l'argent sur leur dos. Oui, c'est important de le voir et de le savoir parce qu'ils sont payés pour avoir ces réfugiés. Les réfugiés ne voient rien de cet argent, mais les pays qui les hébergent ont cet argent de l'ONU et comme subvention des autres pays. Oui, on a cette histoire notamment en Turquie où on sait que même des enfants syriens, qui sont des enfants réfugiés syriens, travaillent pour une bouchée de pain pour l'industrie turque. Donc ça prouve que c'est même encore pire que l'argent détourné qui finalement n'arrive pas jusqu'aux réfugiés, c'est carrément une exploitation pour le travail, tout simplement. Malheureusement, ce n'est pas que le travail, ce sont aussi les trafics d'organes. Oui. Les enfants, comme les adultes, sont une source de trafic d'organes, qui sont qu'on vend. Ça d'une part. Source aussi, ils sont aussi objets de réseaux de prostitution. Absolument. Des prostitutions de femmes et des prostitutions d'enfants, malheureusement. Pédocriminels, oui. Pardon ? Pédocriminels. Voilà, tout à fait. Donc, ces réfugiés sont un capital, un vivier, j'allais dire, surtout en Turquie, en Jordanie. Ils sont un vivier d'exploitation, de recrutement, de trafic, toutes sortes de trafic humain, qui est tout à fait déplorable et qui est malheureusement l'ONU ferme les yeux là-dessus. Voilà, encore une preuve de l'imposture de cette organisation internationale. Objectif de ces pratiques. Ouais, complice de ces pratiques de ce fait, oui. Ouais. Absolument. Et ça, nous arrivons quasiment au terme de ce CITREP. Avant la conclusion, je voulais vous laisser nous parler de la réunion d'Astana, qui semble évidemment, compte tenu du contexte, difficile à organiser. En fait, la Turquie continue à jouer effectivement le rôle de blocage de toutes ces initiatives. Ceci dit, les résultats d'Astana jusqu'à maintenant, en fait, donc les zones d'abaissement de tension, etc., les choses vont bien. L'armée syrienne avance très positivement aussi. Je tiens à dire quand même que la ville de Homs est entièrement libérée. La ville de Homs et ses territoires autour entièrement libérés. Les derniers quartiers. Les derniers terroristes sont sortis le 20 mai. De Wa'ir, du quartier Wa'ir, et donc la ville reprend ses activités. Les troupes, les équipes de la ville qui ont déminé, qui ont
nettoyer, qui déblaye, et ils travaillent 24 heures sur 24 pour que la vie reprenne. Nombreuses familles sont revenues se réapproprier leur maison et puis faire l'état des lieux de leur propriété, en fait, appartements, maisons, etc. Oui. D'un autre côté, donc la ville reprend aussi ses festivités parce qu'il y a tous les jours des marathons, des choses qui se passent qui montrent quand même que la vie reprend de plus belle dans cette ville de Homs. La ville de Damas, il y a eu Berzé qui a été libéré récemment aussi de toute présence terroriste. Oui. Là-dessus, je tiens à dire aussi, l'armée continue à découvrir des tunnels et des armes et des hôpitaux dits de campagne. De campagne. Absolument. Donc souterrain. Hein. En plus. Voilà, et la ville est largement relaxée quand même de ce côté-là. On espère que les réconciliations. Alep, alors tout le territoire d'Alep a été aussi libéré. Quand je parle d'Alep, c'est pas seulement la ville, c'est l'ensemble du gouvernorat d'Alep, qui a été couronné la semaine dernière par la libération cette semaine, de Maskana, qui est donc le dernier QG de Daesh avant le district de Raqqa. De l'autre côté, sur le côté ouest, l'armée syrienne est arrivée effectivement au premier village de Idlib. Donc, c'est très important. Il y a eu, rien que ces 2 jours, 29 villages qui ont été libérés, 39 il y a la semaine dernière. Des milliers de kilomètres carrés ont été aussi libérés dans la steppe, dans le désert syrien. Oui. Aujourd'hui, l'armée syrienne domine complètement les montagnes de Choumari et du côté de Homs, de Palmyre, en fait, dans le nord-est de Palmyre. A pris aussi possession des thermes de Palmyre, de tous les thermes de Zénobie, en fait. Et puis donc tout ceci va dans le sens d'une meilleure, d'une reprise totale du contrôle sur la Syrie. Malheureusement, je tiens quand même à signaler que à Dera, il y a eu des attaques et il y a depuis le 15 mars des attaques acharnées de Daesh contre la ville, contre les civils et contre l'armée syrienne, mais qui sont systématiquement repoussés, qui sont systématiquement éliminés, défaites. Mais ce sont vraiment des attaques qui recommencent de manière acharnée, aidées bien entendu par le Mossad israélien, puisque Dera est du côté du Golan occupé, entre le Golan équipé et les frontières sont le Golan occupé d'un côté et puis la Jordanie de l'autre côté, donc dans le sud de la Syrie. Mais l'armée syrienne tient bon, repousse et provoque aussi beaucoup de dégâts dans les camps des terroristes à chaque fois. D'accord. Aujourd'hui, manifestement, donc, on parle de la reprise des pourparlers d'Astana, vraisemblablement le 20 juin.
Oui. Ce qui est bon aussi dans pas très longtemps, a priori, donc, sauf si la Turquie continue encore à jouer le blocage et les blocus. Moi, je pense que la Turquie, on ne peut absolument pas lui faire confiance. On peut absolument faire aucune confiance à Erdogan. Oui. La Russie cherche quand même à le pousser à reprendre raison ou à reprendre les voies de la raison. Ou à tomber les masques. Les ingérences, aussi bien en Syrie qu'en Irak. Oui. Et à surtout arrêter bon, de toute façon son projet là de ottoman est défait aussi. Oui, oui. Donc il faut qu'il prenne acte de tout ça d'un côté. De l'autre côté, il y a quand même, sachant que nous savons aussi qu'il y a pas mal d'attaques terroristes à l'intérieur de la Turquie. Aujourd'hui même, il y a eu une explosion. Et il y a tous les jours des explosions terroristes. Alors, bon, il y a deux hypothèses. Moi, je pencherais plutôt pour l'une des deux. Une des hypothèses, c'est que les terroristes commencent à sévir aussi en Turquie parce qu'ils se sentent lâchés par l'État turc. Et la deuxième hypothèse, et c'est celle pour laquelle je penche, c'est que Erdogan utilise le terrorisme contre ses ennemis, oui. Qui sont toutes les personnes de l'opposition, tous les partis de l'opposition, oui. Et tous les partis laïques et de gauche, hein, oui. Comme les Kurdes aussi, et tous ceux qui dénoncent sa coopération avec les terroristes se mettent pour lui dans le camp ennemi, donc il utilise les terroristes contre eux. Il me semble que c'est beaucoup plus ceci que vraiment un retour de bâton ou un retour de manivelle vers lui, quoi, vers la Turquie. Donc voilà. Donc la situation en Turquie n'est pas bonne non plus à l'intérieur. Oui, je veux dire. Ses relations avec l'Europe aussi deviennent de plus en plus mauvaises, puisque de plus en plus de personnes et de personnalités et de médias et de responsables européens découvrent que c'est le Manitou des terroristes ou du terrorisme d'un côté, le fait qu'ils les menacent aussi par les réfugiés oui. n'est pas bienvenu non plus, n'est pas bien vu du côté des Européens. Donc il est très mal vu du côté européen et il s'isole de ce côté-là. Et il est en tension avec les Américains puisque eux soutiennent les Kurdes. Donc en fait tout ceci pourrait effectivement le pousser à prendre peut-être d'autres décisions. Mais on peut être clair, on peut dire clairement que le Erdogan de cette année n'a rien à voir avec Erdogan de 2013 ou 2014, qui voulait sévir partout et qui oui. se sentait fort, etc. Ça, c'est clair. C'est plus le fanfaron de l'époque. Oui, que sur la Syrie, il a quand même partiellement changé de position. Mais sur Astana, peut-être que sa position risque de devenir beaucoup plus compliquée à force de temps. Peut-être que les Russes ont deux options concernant Erdogan. C'est soit l'obliger à plier le genou et à en fait abandonner ses projets de grand empire ottoman, dont vous parliez il y a quelques minutes, soit tout simplement tomber les masques, hein, puisque le problème, il est que finalement, l'armée turque occupe une partie de la Syrie, une partie du nord de la Syrie, que ce soit au nord de Elbab, hein, ou que ce soit le gouvernorat d'Idleb. Oui. Oui, moi je pense que la Turquie
En tout cas, en aucun cas, la Syrie n'accepte qu'il y ait de se départir de la moindre parcelle de son territoire, oui. Plus 1 centimètre carré de son territoire. Mhm. Ça, c'est clair et net et précis. Les positions ont été affirmées et sont affirmées tous les jours, aussi bien par le président, par l'armée, par le gouvernement, par le peuple. Jamais on n'acceptera de se départir de la moindre petite parcelle de la Syrie. La Syrie est seule et unique, et je rappelle quand même qu'il y a 2 décisions dans ce sens du Conseil de sécurité, toute récente, c'est la décision 2253-2254 qui affirme la souveraineté de la Syrie, l'unicité de son territoire et de son peuple. D'accord. Merci Essar pour ce SITREP qui a été laborieux au départ puisqu'on a eu ces fameux problèmes techniques. Oui. Je vais vous laisser la conclusion. Je vous remercie pour cet éclairage du terrain. Si nécessaire, merci. Pour éclairer la population francophone qui manque cruellement d'informations fiables sur ce qui se passe dans votre pays. Tout à fait. Je remercie tout le monde et puis je voudrais dire, attendez-vous à des nouvelles très importantes et très positives pour la Syrie dans les prochains SITREP. Moi, je suis très optimiste. La détermination du peuple syrien, de son armée, de son président et pour son unité aussi nationale et fait que la Syrie vaincra, triomphera. Elle va devenir et elle le devient une force, je dirais, dans la région, une force populaire importante qui va porter le flambeau de l'indépendance, le flambeau de la dignité nationale et de la souveraineté nationale de la Syrie et de tous les peuples, mais aussi le flambeau aussi du nationalisme arabe comme elle a été toujours, et surtout pour la libération de la Palestine. Je tiens quand même à dire, à saluer nos amis palestiniens, tous ceux qui luttent, surtout là en Palestine, au Liban, tous ceux qui luttent pour la souveraineté aussi et qui luttent contre l'occupant israélien, que la victoire de la Syrie, c'est aussi leur victoire et nous allons tous aussi dans ce sens de la victoire des peuples contre toutes les forces d'oppression, d'occupation et de pillage dans le monde. D'accord. Merci Essar. Merci encore une fois. Je vous souhaite une belle soirée. Je vous donne rendez-vous dans une quinzaine de jours pour le 21e SITREP. Merci beaucoup et puis merci à toi Tom parce que c'est vrai que ça a été laborieux aujourd'hui mais nous avons fini par le faire. Oui. Et courage. Nous avons triomphé de l'adversité. On est d'autant plus content en fait que ça a été réalisé. Tout à fait. Merci Essar, à bientôt. À bientôt, merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.